Les Mongols auraient-ils pu conquérir l'Europe ? Les Mongols étaient sans aucun doute des conquérants de classe mondiale. Au XIIIe siècle, ils régnaient sur le plus grand empire terrestre contigu de l'histoire. Il est courant d'entendre que seule la mort du Grand Khan a empêché les Mongols de conquérir toute l'Europe. L'idée ici est que les Mongols étaient en train de conquérir l'Europe. Mais ils ont ensuite abandonné ce projet pour rentrer précipitamment chez eux et se battre entre eux afin de déterminer qui serait le prochain dirigeant de l'Empire mongol. Mais les Mongols auraient-ils vraiment pu soumettre l'Europe chrétienne latine, ou l'Europe chrétienne aurait-elle pu organiser une défense efficace ? Nous savons que le pape appelait à une croisade contre les Mongols. Une campagne mongole à grande échelle au cœur de l'Europe aurait-elle poussé cette croisade à se concrétiser ? Quel aurait été le résultat aujourd'hui sur Real Crusades History ? Examinons la question suivante. Que se serait-il passé si les Mongols avaient tenté de conquérir l'Europe ? Le cinéaste James Chambers conclut son livre populaire « Le Cavalier du Diable » par le paragraphe suivant. Les campagnes des armées mongoles furent les dernières et les plus destructrices d'une longue série d'invasions nomades, venues de la steppe. En un peu plus de 50 ans, ils conquirent la moitié du monde connu, et ce ne fut que leur attachement aux traditions tribales et la rivalité entre leurs princes qui les empêchèrent d'offrir de conquérir le reste. L'Europe occidentale et l'islam ne furent pas sauvés hors des murs de Cracovie et sur le champ d'Ain Jalut. Ils furent sauvés plus tôt, lorsque les armées mongoles s'arrêtèrent au moment de leur triomphe. Si Ogodai et Mankou n'étaient pas morts quand ils l'ont fait, le plus grand empire que le monde ait jamais connu aurait été limité à l'ouest, non pas par les Carpates et l'Euphrate, mais par l'océan Atlantique. James Chambers n'était pas un historien de formation, il était scénariste et travaillait dans la production cinématographique, mais ses commentaires reflètent le sentiment populaire à propos des fascinantes invasions mongoles. En 1241, les Mongols, menés par Batu, petit-fils de Gengis Khan, et le général Subotai, envahirent la Pologne et la Hongrie. Une armée mongole a vaincu les Polonais à la bataille de Łagnica, tandis que Batu et Subotai ont vaincu les Hongrois à la bataille de Maï. Cependant, ces victoires n'ont pas été faciles. Les Mongols ont subi de lourdes pertes. Subotai, le cerveau derrière les victoires de Gengis Khan lui-même, a failli être vaincu par les Hongrois à Maï. Après avoir vaincu leurs ennemis sur le champ de bataille, les Mongols se sont ensuite enlisés dans une série de sièges coûteux et infructueux contre des châteaux régionaux. Les attaques de guérilla des habitants ont aussi posé problème aux Mongols lors de leur tentative de soumission de la campagne. Ainsi, bien que les Mongols aient remporté des victoires sur le champ de bataille et dévasté les campagnes non protégées, ils n'ont généralement pas réussi à prendre les positions fortifiées et n'ont jamais complètement brisé la résistance locale. L'année suivante, en 1242, les Mongols se sont complètement retirés de la Hongrie et de la Pologne. La raison de ce retrait spectaculaire des Mongols a longtemps fasciné les historiens. Pourquoi qu'après avoir remporté tant de victoires spectaculaires, les Mongols sont-ils simplement partis ? James Chambers, dans la citation d'ouverture, fait écho à l'explication longtemps populaire, la mort du Grand Khan. En décembre 1241, Ogodai Khan, le dirigeant de l'Empire mongol, est mort alors que la campagne européenne de Subotai et Batu était en cours. Batu, petit-fils de Gengis Khan, voulait vite revenir au cœur de l'Empire mongol pour défendre ses droits dans la lutte pour le trône. Les historiens ne sont pas si sûrs de cela. L'idée que la mort d'Ogodai ait provoqué le retrait vient d'un chroniqueur occidental, Giovanni Carpini, qui affirmait que Dieu avait causé la mort du Grand Khan pour épargner la chrétienté de la puissance mongole. Un chroniqueur important du camp mongol, Rachid ad-Din, un haut ministre et historien des Mongols. L'Ilkhanat précise que Batu ignorait la mort d'Ogodai. Après avoir quitté la Hongrie, Rachid dit que Batu est parti réprimer une révolte coumane, et parce qu'il estimait avoir atteint ses objectifs en Hongrie et en Pologne. Entre les deux chroniqueurs, Rachid est probablement la source la plus crédible. De plus, il se peut qu'il ait été physiquement impossible pour un messager mongol d'atteindre Batu à temps. Ogodai meurt en décembre 1241, Batu se retire début 1242.
Carpini déclara avoir mis 5 mois pour voyager de Mongolie à Kiev, un trajet bien plus court. Il semble impossible qu'un courrier venant de Mongolie, ayant connaissance de la mort d'Ogodaï, ait pu atteindre Batu et Subotai avant qu'ils ne prennent la décision d'abandonner la Hongrie. Même l'explication de Rachid demande un examen. Les commandants victorieux, incapables de soumettre une région, prétendent souvent avoir accompli leur mission en se retirant sans réelle conquête. Ne faut-il pas considérer l'expérience difficile de la campagne de 1241 ? Les Mongols ont remporté plusieurs batailles, mais ont subi de lourdes pertes et ont affronté des mois de campagne difficiles dans un terrain accidenté parsemé de châteaux tenaces. En effet, les Mongols étaient si proches de la défaite lors de la bataille de Mahi que Batu voulait battre en retraite et a dû être rassuré par le général Subotai. De plus, les Mongols pouvaient en craindre l'arrivée de renforts venant de l'ouest. Baïdar, un des commandants de Batu, a dû battre en retraite face à l'armée occidentale menée par le roi Venceslas de Bohême lors de la campagne de Pologne. En replaçant les premières invasions mongoles de la Pologne et de la Hongrie dans un contexte plus large, le retrait paraît plus logique. Nous restons à nous demander s'il aurait même été possible pour Subotai et Batu d'avancer vers l'ouest. Malgré leur victoire à Mahi et à Legnica, leur campagne s'était-elle essentiellement enlisée. On dit parfois que la campagne de Hongrie-Pologne visait seulement le pillage, sans intention de conquête. C'est possible, mais pour vérifier cette explication, posez-vous la question. Et si la campagne avait été plus facile ? Et si les Mongols avaient rencontré des populations soumises et prêtes à se rendre, plutôt qu'une résistance farouche ? Et si des seigneurs locaux s'étaient alignés pour se soumettre comme vassaux des Mongols ? Est-ce que Batu et Subotai ont refusé, insistant sur le fait qu'ils étaient seulement là pour piller, pas pour conquérir ? Dans la guerre médiévale, les invasions visaient plusieurs objectifs. Le pillage était souvent l'objectif, mais l'invasion servait aussi de reconnaissance. Si l'occasion de conquérir se présentait, un commandant la saisissait généralement. Comme on le sait, la conquête arabe de l'Espagne n'était censée être au départ qu'un raid à grande échelle, mais le commandant arabe a fini par vaincre le roi wisigoth, et la conquête de l'Espagne est soudainement devenue une réalité. Il faut reconnaître que si les Mongols avaient pu conquérir la Hongrie et la Pologne, ils l'auraient sans doute fait. L'historien Peter Jackson affirme qu'il ne fait aucun doute que les Mongols envisageaient d'autres conquêtes. C'était la mission qui leur avait été confiée par le ciel. Même ainsi, nous ignorons toujours l'état d'esprit de Batu et Subotai. Nous ne pourrons jamais non plus répondre avec certitude à la question de savoir pourquoi les Mongols se sont retirés en 1242. Mais il faut reconnaître les problèmes des explications courantes et envisager que les Mongols n'aient pas pu contrôler efficacement le territoire. Remporter des batailles ne veut pas toujours dire gagner la guerre. Essayons maintenant un peu d'histoire spéculative. Imaginons que Batu et Subotai aient réussi à poursuivre leur invasion de l'Occident. Ils s'enfoncent profondément au cœur de l'Europe, peut-être même jusqu'en France. Que se passe-t-il ? Est-ce qu'ils gagnent ? Est-ce qu'ils conquièrent l'Europe ? Pour l'Empire mongol, pour une réponse réaliste, nous devons considérer les difficultés rencontrées par les Mongols en Hongrie et en Pologne. Ces problèmes auraient seulement augmenté en Europe occidentale. La Hongrie avait de grandes prairies idéales pour la cavalerie mongole, tandis que les terres plus à l'ouest étaient plus boisées et accidentées. De plus les Mongols avançaient vers l'ouest, plus ils rencontraient sortes de châteaux de pierre situés sur des positions élevées et bien défendus. À mesure que leurs lignes d'approvisionnement s'étendent, les Mongols peinent à trouver un butin suffisant. Les zones sans défense sont vulnérables aux cavaliers mongols, mais les châteaux de pierre aident les forces locales à résister et à protéger provisions et paysans. La logistique est le facteur limitant le plus crucial dans une invasion mongole à grande échelle de l'Europe. Les Mongols reposent sur de puissants archers à cheval et nécessitent de grandes prairies pour le pâturage. La rareté des prairies à l'ouest de la Hongrie pose d'énormes difficultés à notre armée mongole. L'absence de routes pavées brise les lignes d'approvisionnement et interdit le transport du matériel de siège sur de grandes distances. Le pillage pour ravitailler l'armée est très restreint, car l'Europe, contrairement à la Chine, est parsemée de nombreux châteaux forts en pierre, puissants, dont certains sont si bien situés qu'ils ne peuvent en fait pas être réduits par du matériel de siège.
Nous savons, en effet, que les Mongols ont souffert de la famine lors de la deuxième invasion mongole de la Hongrie en 1285-286. Précisément parce qu'à ce moment-là, la Hongrie avait construit beaucoup plus de fortifications en pierre qu'il n'en existait lors de la première invasion mongole. Ce problème ne fait que s'aggraver pour notre armée mongole qui tente d'envahir le cœur de l'Europe. Considérons aussi la réaction des souverains européens eux-mêmes, historiquement parlant. En juillet 1241, le pape Grégoire IX a lancé une croisade contre les Mongols, alors qu'ils dominaient et pillaient près de l'Autriche. À l'époque, la mise en œuvre de la croisade a été entravée parce que le pape et l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Frédéric II, se combattaient l'un l'autre. Cependant, si les Mongols avaient réellement pénétré au cœur du Saint-Empire romain germanique et même menacé la France, on peut imaginer que même le redoutable Frédéric II aurait mis de côté ses querelles avec le pape pour s'unir à une cause commune afin de protéger son propre territoire. Cependant, deux autres souverains chrétiens méritent encore davantage notre attention. Au début des années 1240, le royaume de France était le plus riche et puissant de la chrétienté latine. Il était également dirigé par un roi remarquable, Louis IX, un chrétien dévoué profondément engagé dans les croisades. Louis était réputé pour respecter les droits des monarques et son attachement à la justice. Les souverains de la chrétienté sollicitaient son arbitrage pour leurs différends. Compte tenu de ce que nous savons sur Louis, il est tout à fait possible qu'il serait devenu le point de ralliement d'une croisade contre une armée mongole envahissante. Nous devrions aussi considérer Fernando III de Léon de Castille, cousin de Louis, qui avait une attitude similaire sur les croisades, et une dévotion à défendre la chrétienté. En tant que souverain le plus puissant d'Espagne, Fernando a surtout mené des croisades contre les Maures d'Alain de Luce. Mais face à une invasion mongole de la France, on peut imaginer Fernando répondre à l'appel et rejoindre son cousin pour défendre la chrétienté. Louis et Fernando dirigeaient des territoires plus riches que la Hongrie ou la Pologne, et pouvaient relever des armées plus grandes et mieux équipées. Tous deux étaient également très respectés dans toute l'Europe pour leur impartialité et leur attachement aux idéaux de la royauté chrétienne. Face à une crise majeure comme une invasion mongole de l'Occident, il est logique d'imaginer Louis et Fernando à la tête d'une grande armée croisée réunissant des contingents de toute l'Europe. Il est intéressant de noter que ces deux monarques régnaient lorsque l'invasion mongole de l'Europe occidentale semblait la plus probable. Louis et Fernando auraient été les hommes idéaux pour faire face à une telle situation, compte tenu de l'avantage du terrain dont bénéficiait la force croisée de Louis et Fernando. On peut penser que l'armée réunie autour d'eux aurait été un obstacle sérieux pour les Mongols. Nous avons déjà exposé les problèmes auxquels la force d'invasion mongole aurait probablement été confrontée face à une armée croisée bien équipée en opération. Il y a de fortes chances qu'un général aussi avisé que Subotai ordonne un repli, rappelez-vous le retrait de Baïdar face à l'avancée de Venceslas de Bohême, en Pologne. Les Mongols se déplaçaient bien plus vite qu'une armée européenne. Il est donc probable qu'ils ne croisent jamais la croisade de Louis et Fernando. Il y a de fortes chances que Subotai ait battu cause d'importants dégâts, pillant des zones non défendues pendant leur retraite. Néanmoins, l'Europe est défendue avec succès. Les Mongols sont repoussés. Dans le cas où les Mongols affrontent réellement Louis et Fernando au combat, à peu près tout peut arriver. Une victoire chrétienne ou mongole reste possible, mais les Mongols sont déjà affaiblis par les difficultés mentionnées. Bien que les croisés soient sans doute bien approvisionnés et positionnés, il est peu probable qu'une armée mongole atteigne ou décide d'aller aussi loin. Mais si nous devons envisager cette possibilité, il faut l'accepter. Nous faisons face à une armée mongole affamée et mal ravitaillée, opposée à une armée occidentale bien nourrie et approvisionnée. Cette armée occidentale est mieux équipée et armée que celles affrontées par les Mongols à Maï et Legnica. L'armée chrétienne compte probablement de nombreux arbalétriers utiles contre les archers à cheval mongols. Les Mongols affrontent désormais davantage de chevaliers bien mieux armurés qu'en Hongrie ou en Pologne. Nous pourrions très bien assister à une victoire décisive de la coalition européenne. En fin de compte, cette dernière partie de la vidéo n'est que spéculation, mais elle nous aide à aborder certaines des questions entourant l'idée d'une conquête mongole de l'Europe. La première partie de cette vidéo est plus utile, car elle analyse les vraies campagnes mongoles en Europe, notamment les invasions initiales de la Hongrie et de la Pologne.
Quand on examine ces campagnes, honnêtement, il devient plus logique de comprendre pourquoi les Mongols n'ont jamais conquis l'Europe. La réalité, c'est que ces campagnes, malgré tout leur succès sur le champ de bataille, montrent qu'une telle conquête était probablement impossible. Merci de votre attention. Pour en savoir plus sur l'invasion mongole de la Hongrie, regardez la vidéo à l'écran. Cliquez sur cette vidéo pour en savoir plus sur l'incroyable affrontement entre Subaitai et le roi Béla IV de Hongrie lors de la bataille de Maï en 1241. Abonnez-vous à la chaîne et retrouvez-nous sur Patreon via le lien en description.